Nathalie Janson, est-ce que l'euro a un rôle, a une opportunité historique au moment où certains commencent à imaginer que la puissance dominatrice du dollar pourrait disparaître? Alors oui, le thème traîne depuis déjà quelques années et est accentué par effectivement les affres de, enfin tout ce qui se passe autour de Donald Trump. Donc puisqu'effectivement il y a eu des obligations, des émissions d'obligations qui ont été un peu voilà, qui n'ont pas eu des succès comme d'habitude. Donc on se dit tiens, c'est vraiment peut-être le moment de l'euro. Alors il faut savoir que cette fameuse dédollarisation qu'on annonce depuis quelques temps, donc déjà elle est quand même pas très nette dans les chiffres, mais ce qui est intéressant, ce qui est sorti hier d'une petite étude, d'un petit article dans le Financial Times, c'est qu'en tout cas, en termes de réserves dans les banques centrales, eh bien, mauvaise nouvelle pour l'euro, il est passé en 3e position derrière l'or. L'or, voilà. L'or, la réserve en or voilà, dépasse les réserves en or. Exactement, donc c'est la première fois, il faut quand même remettre dans le compte, c'est quand même assez significatif, hein, puisque c'est la première fois depuis qu'on a abandonné Bretton Woods qu'on atteint à nouveau ce pic de détention d'or. Qui est lié quand même à la valorisation de l'or. Alors, pas seulement en termes de tonnage. Nous sommes dans le même tonnage que dans les années 60. Donc, il faut quand même se le dire. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, que c'est pas le genre de chiffre que je retiens facilement. Voilà, c'est 36 000 tonnes. Nous étions à 38 000 dans les années 60. Donc, vous voyez, on est quand même très, très proche. Donc, déjà... Détenu par les banques centrales. Détenu. Alors là, je parle effectivement, ouais. je ne parle pas d'autre chose. Ici, le point était sur les banques centrales. Et ce que ça révèle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est plus pour c'est pas tellement pour des soucis de préoccupation d'inflation, mais réellement des problèmes de géopolitique et de protection contre, en fait, l'arme d'aller, en fait, d'avoir des sanctions. Donc, ce sont toutes les banques centrales ou les pays potentiellement sanctionnables ou sanctionnés, en fait, qui ont cette politique de s'éloigner du dollar. La Russie avait commencé après la Crimée. Exactement, on pense à l'Iran, enfin voilà. Et effectivement, la Chine est donc en première ligne dans cette dédollarisation, puisqu'elle est passée, d'ailleurs, une autre information intéressante, elle est passée avec un pic de détention d'obligations américaines qui passait le 1000 milliards, enfin, dans les années 2010, et elle est devenue, là récemment, c'est l'Angleterre qui est devenue le deuxième pays détenteur après le Japon, et la Chine lui passe derrière. Ah oui. Donc effectivement, on a des mouvements, mais des mouvements qui sont très géopolitiques. Ça ne veut rien dire quant à l'affaiblissement du rôle du dollar sur les marchés, par exemple, puisque, voilà, je vais encore le répéter, SWIFT est un système de paiement international basé sur le dollar, et la majorité des activités financières sont référencées en dollars. Donc, effectivement, on a bien un mouvement de dédollarisation qui s'observe dans la stratégie des banques centrales pour des raisons tout à fait géopolitiques et qui se comprennent et qui sont intéressantes à analyser. Néanmoins, dans la partie concrétude, on s'aperçoit que dans les tuyaux, dans la tuyauterie des paiements, eh bien, le dollar, il est toujours là, et visiblement, on n'a pas l'air de s'en débarrasser, d'autant plus, là je vais rajouter ma casquette de crypto, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même la forte expansion des monnaies stables, des fameux stablecoins, et c'est le stablecoin dollar qui est largement dominant, parce que je vous rappelle qu'il occupe 98% du marché, que l'euro représente même pas 1% de ce marché. Donc moi, la dédollarisation, je veux bien, mais je ne la vois que de façon géopolitique dans les banques centrales. J'ai bien compris. Et Patrick Artus avait expliqué à cette même place il y a quelques semaines que c'était bien gentil de parler de dédollarisation, mais alors maintenant vous me citez l'alternative au dollar. Exactement. Oui, Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah bah, allez-y. La dédollarisation dont nous parlons n'est pas quelque chose que nous constatons dans les faits. Ça, nous sommes d'accord. La dédollarisation dont nous parlons, c'est quelque chose qui devrait arriver. Et c'est vrai, je pense que le gouverneur a raison, nous sommes à un moment historique. Ce moment historique, c'est la crise de confiance qu'il y a eu dans le dollar. C'est une crise de confiance unique, elle est unique depuis 1945. Il y a juste eu le moment où, là, on a le relevé, arrêté la convertibilité hors du dollar. Ça a été un moment très bref. Et après ça, les Américains ont fait 10 ans d'efforts pour recouvrer cette capacité. C'est vrai que tout est en dollars. Et vous avez cité SWIFT, c'est-à-dire nous ne payons que par un système qui est un système dollar et articulé au dollar. Mais l'euro a une opportunité. Pourquoi ? Parce que Trump, par ses différentes actions imprévisibles, ses allers et retours, est en train de saper la crédibilité sur le long terme des États-Unis. Le problème de la crédibilité, c'est que vous mettez 20 ans
30 ans, 40 ans pour l'acquérir et quelques jours pour la perdre. Ça, c'est vrai. On ne reviendra pas en arrière demain sur ce qui s'est passé. Certes, le dollar est remonté parce que les marchés veulent croire dans le dollar. Ils veulent croire que le monde ne va pas changer. Ils veulent croire que Trump va faire finalement une politique raisonnable par-delà toutes les agitations. Mais reste derrière, le vrai problème, c'est qu'il a été possible tout d'un coup, d'ébranler, voire quasiment de casser le système international. Donc l'euro doit s'engouffrer. Mais pour s'engouffrer, il faut quelques conditions. Il faut bien accueillir les capitaux. Ça nous renvoie à la discussion que nous avions il y a quelques instants. Il faut beaucoup de stabilité et il faut être aussi, devenir un des piliers de l'ordre international, c'est-à-dire d'un ordre, même s'il est limité géographiquement, qui assure une capacité de paiement. Et certainement, il nous faut penser à des substituts à SWIFT pour l'avenir, afin de ne pas être nous-mêmes dépendants d'un diktat américain qui pourrait nous être extrêmement défavorable. Dans les éléments que vous citez, Philippe Trainard, certains sont un peu palpables aujourd'hui. Je me souviens de ce que nous avait dit Agnès Benassi-Kiré, qui rentrait des printemps de Washington, FMI, Banque mondiale. Parmi les 3 éléments qu'elle avait retenus, c'est d'abord que le système financier résistait. Il y a un élément, je ne sais plus duquel était... c'était l'incertitude le premier, et le 3e, c'était l'envie d'Europe. Oui. Non, mais il y a une envie. Ça, un investisseur aime la diversification, quelque part. Ah oui, non, mais... Voilà, mais c'est un avantage. Maintenant, à l'euro de jouer. À l'euro de jouer. Laurent Wronski. Alors, moi, je trouve que la discussion est intéressante parce que moi, je vois la dédollarisation depuis 30 ans. Mais concrètement. Et en 93, nous, on était présents à 90% sur le marché hexagonal et 10% à l'export. Et quand on a fait ce virage massif pour se diriger vers l'export, je me souviens très très bien, je veux dire que le risque de change était quelque chose d'important. Je veux dire, il y avait toutes sortes d'instruments auxquels il fallait souscrire pour se prémunir contre le risque de change. Mais ça a toujours existé, Laurent. Le fait d'essayer d'anticiper le risque de change. J'entends bien. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas négocier. C'est-à-dire que si, dans certaines zones, on vous disait, moi, je vous paye en dollars. Il y avait 0 discussion. Oui. Et alors, on avait à peu près une liste de 4 à 5 devises. Eh bien, aujourd'hui, les règlements en dollars, mais c'est même pas 0,01%. Et on exporte 90% de notre production en dehors de la zone euro. Les seuls qui nous imposent le dollar, ce sont des administrations américaines. Ce sont les seuls. Aujourd'hui, vous dites, parce qu'il y a marqué compresseur Hervor, il n'y a pas marqué banque Hervor, on n'est pas une salle de marché. Ce n'est pas notre rôle de prendre des risques de change. Donc on dit à nos clients, c'est de l'euro. Il y a 0 discussion. Personne ne nous propose du dollar. Alors qu'à l'époque, pour on va dire, les petites devises, on nous disait, bon d'accord, alors je ne vais pas vous payer en roupies, mais je vais vous payer en dollars. C'est fini ça. Donc, ce que je vois à travers ma petite lorgnette est très différent. Oui. Alors là, effectivement, j'aurais dû nuancer. Il est vrai que du côté règlement, il y a eu une augmentation de la facturation en euros, mais en fait, le rôle financier du dollar est nettement supérieur, c'est-à-dire tout ce qui est les mouvements financiers. Absolument. Et là, je pense que c'était aussi la remarque de votre invité quand il disait qu'elle était peut-être pas encore là, la dédollarisation, c'est qu'en fait on est très en retard, c'est-à-dire que le marché des capitaux européens effectivement ne peut pas prendre la suite tout de suite maintenant. Bien sûr. De celui américain. Et c'est là où est l'enjeu, parce que c'est là où les volumes de transactions sont les plus importants. Mais oui, je rejoins. Effectivement, j'imagine bien que entre un franc et un euro, on a gagné en termes d'imposer sa monnaie. Incroyable. Mais le gouverneur a d'ailleurs dit qu'il fallait pour cela avoir un marché des capitaux plus développé en Europe. Et de même, c'est la question du système de paiement, c'est de la question de SWIFT. SWIFT a été redoutable, c'est une réaction à l'attentat du World Trade Center, mais ça a été une réaction redoutable. D'ailleurs, dans les sanctions, honnêtement, les sanctions sur les exportations, ça fait mal, mais ça joue pas beaucoup sur la Russie. SWIFT, ça joue. Ça joue. Bien sûr. Exactement.